Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour N'Actu, pour décortiquer autrement l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine. Au programme ce soir, les interventions de vos politiques, vos députés et vos sénateurs du côté de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et puis une large page sport avec du rugby, le coup d'envoi de la Pro D2 et un match pour le SU Agen. On parlera également basket féminin ou encore handball, la Ligue Butagaz Énergie. Hier, il y avait la 8e journée. Vous l'avez suivi sur NATV. N'Actu, c'est parti. Et comme promis, on débute avec l'actualité politique de la région Nouvelle-Aquitaine. Un détour tout d'abord du côté du Palais Bourbon avec l'intervention des députés de la région à l'Assemblée nationale. Première intervention, celle de la députée des Deux-Sèvres, Delphine Batho, qui a interpellé la ministre de la Transition écologique, Bérengère Couillard, au sujet des réserves d'irrigation. On écoute Delphine Batho. Question de Madame Delphine Batho à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. La parole est à Madame Delphine Batho. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous avons changé d'époque. Et l'époque où l'État imposait de force aux territoires des infrastructures est révolue. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'un bien commun vital, l'eau, et que le réchauffement climatique s'accélère. L'eau qui manque dans les Deux-Sèvres et qui est surconsommée, c'est l'eau de nos rivières asséchées, c'est l'eau des nappes phréatiques vidées, c'est l'eau qui nous nourrit, c'est l'eau que l'on boit et on n'aurait pas le droit de s'exprimer, on n'aurait pas notre mot à dire quand l'État autorise et finance la construction de 16 grandes réserves d'irrigation, passe en force contre l'avis des acteurs locaux et lance les travaux. Madame la Ministre, quand un conflit se durcit, la sagesse, c'est d'écouter. La responsabilité politique, c'est d'ouvrir la voie à la démocratie, à l'échange de paroles, plutôt que le rapport de force que vous voulez imposer. Le gouvernement peut appliquer en Deux-Sèvres l'article L123-20 du Code de l'environnement, en organisant dans un délai de 2 mois un référendum local pour poser aux habitantes et aux habitants des 120 communes concernées la question suivante. Approuvez-vous, oui ou non, le projet de construction de 16 réserves d'irrigation dans le bassin de la Sèvre niortaise? Quelle est la position du gouvernement sur cette proposition de bon sens? Merci Madame la députée. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Delphine Batho. La question de l'usage de l'eau pose nécessairement la question du partage de la ressource en eau. Cela implique donc une concertation avec les acteurs locaux usagers de cette ressource pour garantir un partage équilibré qui réponde aux besoins de chacun. Cette nécessité de concerter, c'est le cœur de votre question et c'est exactement ce que l'État a fait dans le cadre du projet des 16 grandes retenues d'eau destinées à l'irrigation agricole dans le bassin Sèvres-Niortaise-Mignon. L'État a proposé à tous les acteurs du territoire un cadre d'échange et de travail en commun pour arriver à un projet équilibré. Le protocole adopté en 2018 en est le fruit. Il a été signé en présence des élus de toute sensibilité. Sur la méthode, il ne me semble donc pas opportun d'ouvrir un référendum. Sur le fond, les agriculteurs doivent être en mesure de faire face aux sécheresses à venir et d'assurer notre souveraineté alimentaire. Ces réserves de substitution s'inscrivent dans des projets plus globaux qui prennent en compte l'ensemble des usages de l'eau et qui s'accompagnent de transformation des pratiques. Ainsi, dans le cadre du projet dans le département des Deux-Sèvres, le protocole d'accord est conditionné à des engagements et aussi des contreparties, comme la baisse des prélèvements d'eau et la réduction de 50% des pesticides en 2025. Je tiens également à souligner que les études du BRGM montrent l'intérêt des réserves de substitution dans le bassin de la Sèvre niortaise pour gagner en débit des cours d'eau et en hauteur de nappe en période d'étiage. Votre question amène plus globalement à se demander comment nous pouvons mieux anticiper la diminution de la ressource en eau et mieux préparer les sécheresses à venir. Pour tirer tous les enseignements de la gestion de crise sécheresse de cette année, j'ai lancé une mission d'inspection qui livrera au premier semestre 2023 un retour d'expérience. Au-delà de la gestion de crise, c'est bien la gestion structurelle de l'eau, son partage qu'il convient de conforter. C'est tout l'objet du chantier eau que j'ai lancé avec Christophe Béchu et Agnès Firmin-Lobodo. Il se décline en 3 axes.
la sobriété de nos usages, la garantie de l'accès à une eau potable de qualité et la restauration du grand cycle de l'eau. Ce travail s'inscrit dans la continuité des assises de l'eau et du Varenne agricole. Soyez assurés que nous sommes pleinement mobilisés pour engager une réelle transition. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame la députée Batho. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le protocole que vous évoquez n'existe plus depuis au moins 2 ans. Il a été quitté il y a 1 an par Deux-Sèvres Nature Environnement. Il a été quitté par la Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Le dialogue est rompu. Première chose. Deuxième chose, l'ensemble des engagements agroécologiques qui étaient envisagés sont là aussi piétinés. Sur la quarantaine d'agriculteurs concernés par les 2 ouvrages qui sont soit en cours d'être construits à Sainte-Soline, soit déjà construits à Mosée-sur-le-Mignon, 90% des agricultrices et des agriculteurs concernés n'ont pris aucun engagement en matière de diminution des pesticides. Nous sommes donc dans une situation aujourd'hui où vous tenez le même langage qu'à l'égard d'un certain nombre de grands projets où là aussi les gouvernements successifs faisaient des déclarations martiales à Notre-Dame-des-Landes, à Sivins, à Europa City, en disant que les projets se feraient. Et en fait, vous ne comprenez pas que ce qui se passe en Deux-Sèvres a pris une dimension nationale telle que ce projet finira par être abandonné. Permettre aux habitantes et aux habitants de voter aujourd'hui, c'est gagner du temps et c'est éviter beaucoup de souffrances pour arrêter les travaux et rétablir les conditions d'un dialogue serein. Après la première séance de questions au gouvernement lors de laquelle Delphine Batho est intervenue, il y a eu la deuxième séance, cette fois consacrée tout simplement à la politique de l'immigration. Lors de cette séance, c'est Boris Vallaud, le député des Landes, qui est intervenu en qualité de président du groupe socialiste et apparenté. On écoute le député des Landes, Boris Vallaud, avec une longue intervention. La parole est à Monsieur Boris Vallaud pour le groupe socialiste et apparenté pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, mes chers collègues, vous nous invitez aujourd'hui à débattre de la politique d'immigration de la France. Un débat dont nous souhaitons qu'il puisse être guidé par la mesure, la vérité et la fidélité à ce qu'est la France dans son histoire, la République dans les principes qui la fondent, l'État de droit dans les règles qui le gouvernent. Nous ne sommes ni dans l'obsession, ni dans l'aveuglement, ni déni face aux défis de l'immigration, ni posture virile et en définitive vaine qui finissent par désespérer les Français. Nous savons que sans être au sommet de leurs préoccupations et de leurs difficultés quotidiennes, la question migratoire taraude les Françaises et les Français dans un moment d'angoisse existentielle et même culturelle. Tant à beaucoup, l'avenir est incertain, le présent difficile et l'idéal d'intégration malmené. Et, disons-le aussi nettement, de défiance à l'égard de la politique. Nous leur devons un débat honnête et juste qui nous autorise en incipit et en lointain écho à Jean-Pierre Chevènement il y a 25 ans, à rappeler que parler des étrangers, c'est aussi une autre manière de parler de la France. Oui, de parler de la France et des Français, de rappeler que le peuple français ne s'est jamais défini par la souche, mais par le bonheur d'être ensemble en donnant sens à son histoire. Et j'ajouterai, par la grande et belle ambition de construire ensemble une nation d'égaux. La France marche au mélange. Elle est le creuset fertile duquel jaillit le meilleur, les visages des premiers de corvée qui se sont révélés dans la crise, les visages de celles et de ceux issus de tous les pays qui portent haut et de bien des manières les couleurs de notre pays. Je dis à nos compatriotes français dont les aïeux furent à un moment de leur histoire personnelle des étrangers, je leur dis cette évidence qui me fait mal de devoir rappeler parce que d'autres la contestent sur ces bancs, vous êtes français. On peut aimer la France et la terre de ses ancêtres. Peut-être est-ce même là le cœur de l'universalisme républicain, comme le disait Aimé Césaire, l'universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers. Un débat honnête qui nous oblige aussi à dire que l'immigration n'est pas une opinion, mais une réalité historique, économique, sociale, humaine surtout, et qu'elle est aussi devant nous. Oui, l'immigration, phénomène mondial, a connu au plan mondial une augmentation, au plan européen, au plan français, sous l'effet conjugué des désordres géostratégiques, des guerres,
de la mondialisation, du réchauffement climatique. Il y a 1000 raisons de rester chez soi, il y en a quelques-unes seulement de partir. Une augmentation néanmoins beaucoup plus modeste en France que dans d'autres pays de l'Union européenne, bien loin des fantasmes assassins de la submersion, du tsunami migratoire ou du grand remplacement, et même de ce fantasme de l'appel d'air. François Héran, professeur au Collège de France, en fait la démonstration méthodique. Cette hausse est pour moitié le fait d'une immigration estudiantine, tant mieux. Pour un quart, elle est le fait de l'immigration du travail encouragée par le visa de talent. Et pour un quart également d'une immigration au titre du droit d'asile. Le reste n'est que mensonge. Est-ce à dire qu'il n'y aurait aucune difficulté? Au contraire, au cœur du malaise migratoire, il y a les discours de haine qui nous donnent la nausée. Et il y a aussi les situations d'indignité, de non-droit pour des milliers de femmes, d'hommes, d'enfants jetés à la rue et autant de vies brisées. L'inflation incontrôlée des OQTF, délivrée sans discernement et de surcroît rarement exécutée, est à elle seule le témoignage de l'échec de notre système d'asile et d'immigration, ou plutôt de sa mise en échec par votre gouvernement. Il accueille mal, il protège mal, il reconduit mal, et l'intégration peine à se déployer. Madame la Première ministre, en cette matière, comme en beaucoup d'autres, les Français réclament le respect de l'ordre républicain, et vous avez organisé le désordre dans la République. Un droit des étrangers illisible et incompréhensible, un empilement désordonné de réformes successives, des procédures inefficaces, des instructions ubuesques, des délais intenables, un manque accablant de moyens des préfectures, une dématérialisation dysfonctionnelle, des tribunaux administratifs embolisés, une politique d'éloignement défaillante, la crispation des relations diplomatiques avec les pays d'origine, des collectivités venant tant bien que mal au secours des carences de l'État. C'est le constat accablant dressé par le rapport du sénateur Buffet. Et je le dis accablé, c'est aussi votre bilan. Une politique migratoire maîtrisée, c'est une politique migratoire claire, applicable et appliquée. Commencez par régler ces désordres qui relèvent du pouvoir réglementaire, d'instructions ministérielles, de l'organisation de l'État, redonnez du sens à une politique qui n'en a plus et venez peut-être nous présenter une 29e loi sur ce sujet en 40 ans. C'est en tout cas le préalable à une refondation en profondeur de notre politique migratoire sur lequel bâtir un consensus républicain que je crois possible. Il y a d'abord, de ce point de vue-là, ce qui pour nous n'est pas négociable parce qu'il s'agit de droits humains et de conventions internationales. Il y a au premier rang le droit d'asile, notre héritage et notre honneur, que vous avez prétendu tant de fois défendre et que vous avez tant de fois abîmé. Il doit être pleinement effectif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce que vos projets risquent encore de compromettre avec le juge unique, avec l'accélération des procédures, avec les visio-audiences. Il y a ensuite le droit à la vie privée et familiale, le droit au regroupement familial qui procède de la Convention européenne des droits de l'homme et qui n'a cessé de se durcir en droit comme en fait dans l'instruction ou l'absence d'instruction des demandes. Il y a la protection des mineurs isolés non accompagnés qui demeurent, n'en déplaise, des mineurs auxquels on doit la protection de l'enfance avant que d'être des étrangers. Il y a le droit à la santé, le maintien de l'aide médicale d'État pour des motifs humanitaires bien compris autant que sanitaires. Et il y a enfin l'inconditionnalité de l'accueil selon lequel toute personne présente sur notre territoire doit pouvoir bénéficier d'un hébergement et d'un accompagnement sanitaire et social adapté à cette situation. Nous avons réussi à faire qu'aucun réfugié d'Ukraine ne dorme à la rue. Comment pourrions-nous accepter que les Afghans y passent des semaines? L'idée selon laquelle il faudrait rendre invivable la vie des étrangers, être méchant avec les méchants, est indigne. Et la circulaire du 17 novembre, très répressive, envoyée au préfet, de ce point de vue particulièrement préoccupante. Un étranger, c'est le droit européen, son droit ni titre n'est pas pour autant un délinquant. Il y a ensuite ce qui peut être débattu. Nous sommes favorables à des mesures ambitieuses de régularisation par le travail des étrangers présents sur notre territoire, comme à une réflexion sur le droit à l'immigration économique. D'abord, parce que nous considérons que la régularisation par le travail est bénéfique à tous les travailleurs, là où le travail illégal cultive la précarité, la concurrence déloyale, contraint d'accepter d'indignes conditions de travail et de rémunération et de demeurer ainsi à la merci de réseaux divers qu'il faut combattre sans relâche. Ensuite, parce que nous pensons et défendons l'idée que le travail digne est l'un des ressorts de l'intégration économique et sociale, que le processus d'intégration est au cœur de la constitution du peuple français comme nation, que la défense du travail de valeur est consubstantielle du projet émancipateur de la gauche. Nous savons d'expérience, par ailleurs, que le talent ne connaît pas les frontières. De manière générale,
Nous sommes favorables à une politique d'intégration volontariste des primo-arrivants et en particulier des femmes, quel que soit leur droit durable au séjour, par l'emploi donc, mais aussi par l'éducation, par l'enseignement du français, par la formation professionnelle, par la culture, par l'accès à la santé, par le logement. Aux contempteurs de l'intégration, qui ne veulent plus même y croire, aveugles aux immenses réussites dont nous sommes pourtant chaque jour les témoins, nous disons refuser à toute force les discriminations qui minent l'intégration, la cohésion nationale et nourrissent le ressentiment de celles et de ceux qu'elles frappent. Refuser la ségrégation scolaire, refuser les quartiers ghetto, faites de l'hospitalité une façon d'être. Enfin, puisqu'un débat viendra sur un texte dont nous avons quelques-unes des grandes lignes, donnons quelques principes qui devraient, selon nous, nous guider. Nous plaidons notamment pour un titre de séjour de plein droit pluriannuel, comme garantie d'un traitement équitable dans tous les départements et de la bonne intégration des travailleurs étrangers. Nous demandons la fin du pouvoir de l'employeur dans la délivrance du titre de séjour, le droit à la formation professionnelle et linguistique et l'ensemble des droits afférents, y compris les droits sociaux, les droits sanitaires et le droit au regroupement familial. Au-delà de cette question, nous appelons à un changement de méthode et à la construction de protections complémentaires. Nous plaidons pour une instruction à 360 degrés par laquelle serait examiné par les préfectures, dès la première demande, l'ensemble des motifs qui pourraient fonder la délivrance du titre de séjour. Un changement de cadre juridique, ensuite, nous paraît nécessaire. Certains besoins de protection humanitaire ne relèvent d'évidence pas du droit d'asile et peuvent concerner beaucoup de celles que nous appelons les ni reconductibles, ni régularisables, qui demeurent dans des situations de non-droit dont nous ne pouvons nous satisfaire. Nous avons besoin d'une protection humanitaire complémentaire ouvrant droit au séjour. Nous plaidons aussi pour un nouveau cadre normatif pour la protection des déplacés environnementaux alors que la crise annonciatrice de mouvements de population nouveaux est devant nous. Pour agir efficacement à l'échelle européenne, il faut réformer le système de Schengen et que la France n'affaiblisse pas sa crédibilité en accueillant seulement 38 des 3000 étrangers qu'elle était censée accueillir sur son sol dans le cadre de la répartition européenne. C'est par une politique d'asile et d'immigration respectueuse des droits des étrangers, par des règles claires, des procédures efficaces, par la dignité de l'accueil, par le respect de l'ordre public et social, par une politique volontariste d'intégration que viendra la régulation et la maîtrise des flux migratoires attendus par les Français. Les murs administratifs que vous avez dressés n'arrêtent rien, ils enferment dans des situations de non-droit et dans des accueils indignes. Remettez d'abord de l'ordre dans le désordre actuel, voilà ce qu'attendent les Français. Ayons de l'ambition et de l'humanité, comme nos voisins allemands ont été capables de le faire, accueillant 1 million de réfugiés. Ils disaient « nous y arriverons ». Je vous remercie. Après Boris Vallaud pour le groupe socialiste et apparenté, c'est Edwige Diaz, la députée de la Gironde, qui cette fois a représenté le Rassemblement national. La députée de la Gironde qui a pris la parole dans la discussion générale. On l'écoute tout de suite dans Actu. La parole est à Madame Edwige Diaz pour le groupe Rassemblement national pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, au moment où 7 Français sur 10 veulent revoir en profondeur notre politique d'immigration, j'aurais préféré parler aux vrais décideurs, c'est-à-dire à Madame von der Leyen, présidente non élue de la Commission européenne, qui a décrété que l'immigration massive serait la solution à tous les maux. Mais j'aurais aussi préféré parler aux responsables d'SOS Méditerranée qui semblent avoir plus de pouvoir pour décider de qui débarque en France que le ministre de l'Intérieur lui-même. Dans un pays surendetté, où l'on compte 5 millions de chômeurs, où 1 Français sur 4 ne mange pas à sa faim, ces vagues migratoires ne sont plus supportables. Rendez-vous compte, avec Emmanuel Macron, chaque année, c'est l'équivalent de presque 2 fois la population de la ville de Bordeaux qui arrive légalement en France, sans compter les 700 000 migrants illégaux, selon le chiffrage de M. Darmanin lui-même. Cette immigration anarchique livre les Français à toutes les insécurités. L'insécurité physique, tout d'abord. En effet, les chiffres de vos ministères indiquent que 81% des vols violents dans les transports en Île-de-France sont le fait d'étrangers,
que 25% des détenus dans les prisons sont des étrangers et que 75% des mineurs déférés devant le juge sont des mineurs isolés étrangers et sont d'ailleurs, pour la plupart, ni mineurs ni isolés. Mais les Français sont aussi livrés à une insécurité culturelle, quand dans certains quartiers communautarisés, d'autres coutumes, d'autres mœurs, d'autres lois que celles de la République française prévalent. Enfin, l'insécurité financière, quand on voit le coût exorbitant de cette immigration que vous imposez aux Français contre leur gré. Comment accepter qu'en pleine crise du logement, seulement 12% des Français habitent un logement social, quand un tiers des immigrés ont, eux, le droit d'être hébergés dans des HLM. C'est une profonde injustice pour toutes les Françaises et tous les Français qui travaillent et qui attendent depuis des années que leur dossier soit traité. Un mot sur votre funeste projet de réforme des retraites. Celui-ci risque d'être un véritable massacre pour les pensions de nos aînés, alors que des étrangers qui n'ont jamais cotisé en France perçoivent une retraite parfois bien plus élevée qu'un certain nombre de nos agriculteurs ou certains artisans qui ont travaillé et cotisé toute leur vie. Comment accepter, Madame la Première ministre, qu'au moment où, à coup de 49.3, vous imposez un système de Français dans lequel un Français sur 3 renonce aux soins, vous tolériez que des étrangers clandestins qui ont violé nos lois pour arriver ici bénéficient gratuitement des largesses de l'aide médicale d'État qui coûte aux contribuables français plus d'1 milliard d'euros. Oui, l'immigration coûte un pognon de dingue. Les détenus étrangers, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Les mineurs étrangers, c'est 1 milliard d'euros. Le coût total du financement de l'asile, plusieurs milliards d'euros. Et en même temps, vous dites aux Français qu'eux, ils doivent se serrer la ceinture. Vous avez fait un choix, celui de la préférence étrangère. Nous en faisons un autre, celui de la priorité nationale. Vous faites le choix de la régularisation de l'immigration. Nous faisons celui de la régulation de l'immigration. Oui, les Français doivent être prioritaires pour l'embauche. Oui, les Français doivent être prioritaires pour le logement. Oui, les Français doivent être prioritaires pour les aides sociales. Mais ça, malheureusement, vous ne le ferez jamais. Il faut tout changer dans la politique d'immigration, car être accueillie en France, c'est un privilège. Cela se mérite et cela se respecte. D'interview en interview, de déclaration en déclaration, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, vient nous expliquer qu'avec lui, l'immigration incontrôlée et l'immigration clandestine, c'est fini. Ou bien encore que les OQTF vont être appliquées. Moi, j'entends d'ici le rire de l'imam Iqiyoussen, et aussi ceux des 243 migrants de l'Ocean Viking dispersés dans la nature sans aucun contrôle. Vous avez fait le choix de faire de notre pays l'hôpital, l'hôtel, le restaurant et le pôle emploi de tous ceux qui ont décidé de s'y inviter eux-mêmes. Dans votre France libre-service, tout le monde rentre, tout le monde se sert, personne ne paye et surtout personne ne repart. Cette France all-inclusive doit cesser. Les Français doivent revenir maîtres de leur destin et choisir enfin qui vient chez eux et qui y reste. C'était Edwige Diaz qui intervenait à l'Assemblée nationale concernant la politique de l'immigration. La députée Rassemblement national de Gironde, d'ailleurs, qui fait l'objet d'une enquête lancée par le parquet européen concernant son travail d'assistance parlementaire de l'ex-eurodéputé RN Jacques Colombier, la députée qui a été défendue par la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. On suivra cette affaire avec attention dans Actu, évidemment. Le député de la 2e circonscription de la Vienne, Sacha Houlié, est également intervenu lors de cette discussion, cette fois en qualité de président de la Commission des lois. La parole est à monsieur Sacha Houlié, président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues, le monde n'en finit plus de donner tort aux théoriciens de la fin de l'histoire. La chute du mur de Berlin marque l'ouverture des frontières, mais elle coïncide également avec la fermeture des esprits, à l'avènement d'une crispation identitaire des nations et de leurs peuples. Face à la disparition des grandes idéologies politiques, les repères se sont progressivement effacés.
Les questions sur ce qui fonde la nation se sont renforcées. Dans ce contexte, le rapport à l'étranger, à celui qui diffère, s'est foncièrement dégradé. Pourtant, la France fut et demeure une terre d'immigration. Et sans rappeler l'histoire contée par le président Bourlanges, en s'en tenant à l'histoire contemporaine, ce sont les voisins européens que nous avons accueillis et protégés de leurs tyrans. Ce sont les ressortissants des anciennes colonies d'Afrique et du Pacifique que la France a ouvert ses portes en comptant sur leur main-d'œuvre pour bâtir l'avenir du pays. Mais la réalité, c'est que l'Europe entière s'est raidie devant les difficultés géopolitiques du monde, face au terrorisme et face aux guerres. Elle est aujourd'hui paralysée par des mécanismes de solidarité abscons, comme le règlement de Dublin, par les égoïsmes et les démagogies nationalistes. Les citoyens européens ressentent collectivement un puissant malaise, autant devant les images de l'exode des réfugiés dans les Balkans que lors de la découverte du corps du petit Elan sur une plage grecque. Cette tétanie s'est aussi emparée de la France, qui déplore autant l'accueil massif qu'elle conjure en même temps sa prétendue inhumanité. Nous ne pouvons rester sans voir ce grand dérangement. Nos lois ont pourtant tôt consacré le principe de l'accueil. Dès la Constitution de l'an 1 et plus tard, bien plus tard, grâce à la ratification de la Convention de Genève. Nous nous sommes organisés pour reconnaître la protection aux exilés, tout comme pour admettre le séjour temporaire ou définitif des étrangers sur notre sol. À mesure que les difficultés économiques et sociales se sont amoncelées, notre système légal a pourtant été dépassé. En même temps que l'ascenseur social, la machine à intégrer s'est grippée. Et la surreprésentation des étrangers dans les actes de délinquance commis, principalement dans les métropoles, a accru les tensions de notre société. Dès 2018, nous avions pourtant pris les devants en octroyant la protection aux femmes étrangères victimes de violences ou menacées d'excision. Nous avions acté le schéma de répartition des demandeurs d'asile, entrepris de simplifier les procédures, renforcer les mesures d'intégration des immigrés. Nous avions aussi donné à la France les outils qui lui permettent aujourd'hui d'être le pays européen qui pratique le plus de reconduites à la frontière. Le réalisme et l'honnêteté, pas unanimement partagés dans cet hémicycle, nous obligent à reconnaître que beaucoup a été fait et qu'il reste beaucoup à faire. D'ailleurs, la Commission des lois se penchera bientôt sur les conditions d'accueil de l'Océan Viking dans une mission flash que nous venons de décider. Sans prétendre à l'exhaustivité, nous savons que nos préfectures croulent sous les demandes, que les instances de l'asile comme les juridictions administratives sont à la peine, que les procédures demeurent détournées, mais aussi que l'effort de milliers de travailleurs n'est pas reconnu. Sur ces sujets, il nous faut des réponses. Il appartient donc à la représentation nationale de dire simplement, mais définitivement, que des réponses plus systématiques doivent être apportées. Il appartient d'affirmer que la France n'a pas vocation à accueillir celles et ceux qui violent ses lois et ses règles, et que des procédures d'expulsion doivent impérativement les concerner. Il nous revient aussi de sortir d'une incroyable hypocrisie qui consiste à compliquer la vie de celles et ceux qui, étrangers, travailleurs en France, rendent service à la nation. Je demande donc au gouvernement la régularisation de ces salariés exerçant dans les métiers en tension au moyen d'une procédure de plein droit. Sans dépendre de leur employeur, cette régularisation améliorera leurs conditions de travail et plus globalement celles de leur métier comme celles de l'ensemble du salariat. Le travail nous rassemble, le travail nous lie. Jamais les droits des travailleurs étrangers ne seront à opposer à ceux des travailleurs français dans nos entreprises. Grâce à ces mesures plus systématiques, les préfectures et les juridictions, qui devront nécessairement être profondément revues selon les conclusions des rapports du Conseil d'État et du Sénat, gagneront en efficacité comme en humanité. Dans les débats qui s'ouvrent, je vous demande également de ne pas céder aux modes comme aux solutions simplistes qui aggravent les problèmes plutôt qu'elles ne les résolvent. Je dis mon hostilité aux quotas qui, trop nombreux ou insuffisants, ne satisfont jamais personne. Je dis mon opposition aux quotas qui, par l'arbitraire d'un chiffre, autoriseraient le séjour indu ou interdiraient un accueil mérité. La démocratie adulte doit pouvoir parler d'immigration. Mais elle ne peut répondre au malaise populaire que si elle accepte de regarder l'immigration en face, en sanctionnant les abus, tout en reconnaissant les mérites. Je vous remercie. Je vous remercie.
Après l'actualité de l'Assemblée nationale dans Actu, l'actualité du Sénat, intervention de la sénatrice des Landes, Monique Lubin, lors de la traditionnelle séance de questions au gouvernement. Monique Lubin qui est montée au perchoir et qui a souhaité aborder le sujet de la saturation du 115. On écoute l'échange entre la Landaise et Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement, à propos donc de ce numéro d'urgence qui est le 115. Socialistes, écologistes et républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, il s'en est fallu de peu pour que vous supprimiez 14 000 places d'hébergement d'urgence dans le projet de loi de finances pour 2023. C'est seulement sous la pression des associations et des élus que vous avez reculé. Maintenant, le froid s'installe et les journaux regorgent d'articles relatant les situations de femmes et de très jeunes enfants, de femmes enceintes et de mineurs laissés dehors, alors que le 115 ne sait plus où donner de la tête. Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ont été fragilisés par les plans d'économie mis en œuvre ces dernières années. La hausse des crédits cette année ne suffira pas à les remettre d'aplomb. La réduction du loyer de solidarité en 2018 a mis un coup de frein aux constructions de logements sociaux par les bailleurs sociaux. Selon la Cour des comptes, en 2021, en France, près de 300 000 personnes se trouvaient, avant même la crise sanitaire, sans domicile. Estimation qui a plus que doublé depuis la dernière enquête statistique de 2012. Le 93 est emblématique où, par exemple, faute de place, aucun des 739 appels traités par le 115 le 28 novembre n'a abouti à un hébergement d'urgence. Mais la crise concerne aussi Lyon, Rennes, Grenoble, Strasbourg, Toulouse et beaucoup d'autres communes. Il y a les inscriptions budgétaires d'un côté et la terrible réalité que nous rapporte la presse tous les jours et que nous avons de toute façon sous nos yeux. Quelles nouvelles mesures allez-vous prendre ? Merci. Pour vous répondre, Monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Lubin, je tiens tout d'abord à redire ici ma confiance et mon admiration pour l'ensemble des personnels des services d'intégration, d'accueil et d'orientation, les SIAO. Ils agissent au quotidien pour écouter et accompagner les personnes les plus fragiles. Ils ont été la clé de voûte du premier plan Logement d'abord. Et vous le savez, un deuxième plan Logement d'abord sera annoncé dans les semaines qui viennent. C'est le souhait du président de la République et de la Première ministre. Comme vous l'avez rappelé, le gouvernement a souhaité, non pas sous la pression, mais sous la réalité de l'urgence sociale, maintenir près de 200 000 places d'hébergement d'urgence et nous avons ajouté 40 millions d'euros sur le PLF. Je vous rappelle que ce niveau d'hébergement d'urgence n'avait jamais été atteint dans notre pays et en 2017, il y avait 140 000 places d'hébergement d'urgence. Il y en a encore aujourd'hui 198 000. Oui, c'est difficile. Oui, c'est une situation que chaque soir, les écoutants du 115 entendent, écoutent et essayent d'améliorer. C'est d'ailleurs pour ça que Madame la Première ministre a souhaité que nous mettions en place une prime pour les écoutants du 115 et nous y travaillons d'arrache-pied. Pour ce qui est de la situation, vous le savez, avec Charlotte Caubel, Monsieur Combe, le ministre Combe, nous sommes à l'écoute. Nous faisons une attention particulière aux familles avec enfants à la rue. Je réunirai encore, je crois, l'ensemble des préfets de région pour tenir compte de cette situation. L'ensemble des associations qui sont nos partenaires sur cette situation dramatique sont réunis très régulièrement dans une cellule de crise que nous tenons avec la DIAL pour que ces situations soient le moins pénibles possible et qu'à chaque cas nous trouvions une solution. Rien n'est impossible, mais tout est difficile sur une situation aussi dramatique. La situation géopolitique, vous le savez, est particulièrement complexe et un certain nombre de familles en grande urgence sont prises en compte chaque soir. En région Île-de-France, par exemple, c'est 45 000 personnes qui sont mises à l'abri et dans l'hébergement d'urgence et nous continuerons à le faire. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, vous avez 40 secondes pour répliquer. Oui, Monsieur le Ministre, vous avez évoqué notamment les accompagnants du SAMU. Vous avez parlé de confiance, mais c'est le Ségur de la santé qu'ils attendent. La confiance, c'est bien. Le Ségur de la santé, c'est encore mieux. Vous avez dressé un tableau avec lequel nous sommes d'accord sur les chiffres de personnes qui attendent. Nous savons qu'effectivement le nombre de places a augmenté depuis quelques années, mais nous savons aussi que la situation s'aggrave pour des raisons que je n'énumérerai pas ici, mais que tout le monde connaît. Et au-delà de ces chiffres que vous nous avez annoncés, il est vraiment impératif pour les semaines qui viennent
de trouver, voire même pour les jours qui viennent, de trouver de nouvelles places d'hébergement. On ne peut pas en France avoir des femmes enceintes et des enfants dehors la nuit. Merci, chers collègues. C'était l'intervention du côté du Sénat de la sénatrice des Landes, Monique Lubin, à propos de la saturation du 115. La première partie de N'Actu consacrée à l'actualité politique de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est désormais terminé. Dans un instant, nous sommes de retour pour évoquer cette fois l'actualité sportive qui est nombreuse. On parlera notamment de la Pro D2 avec le SU Agen, 3e du championnat, qui joue ce soir. On parlera également de basket. Basketland s'est réveillé en gagnant à Angers en championnat. Il faut désormais confirmer cette fois en Coupe d'Europe avec un déplacement en Belgique. Et puis on évoquera la 8e journée de Ligue Butagaz Énergie, le championnat de première division de hand féminin. Il y avait Mérignac et Celles-sur-Belle hier. Les deux équipes malheureusement ont perdu. On y reviendra en fin d'émission. Ne bougez pas, N'Actu revient dans un instant avec le sport. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De
retour dans Nactu comme tous les soirs jusqu'à 20h du lundi au vendredi sur NATV Nactu pour vous permettre de décrypter autrement l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine. On a évoqué l'actualité politique de la région dans la première partie. Si vous avez manqué cette partie de l'émission, bien évidemment, le réflexe, c'est d'aller sur la page YouTube de NATV. Vous consommez l'émission en replay. Et tout de suite, on passe à l'actualité sportive avec notamment du rugby. On va parler de la 14e journée de Pro D2 qui s'ouvre ce soir avec un match pour le SU Agen, actuel 3e du championnat. On va parler basket avec Basketland qui a enfin gagné après 9 défaites. C'était du côté d'Angers, c'était en championnat. Ce soir, place à la Coupe d'Europe pour les Landaises. Et puis on va parler hand féminin avec la 8e journée de Ligue Butagaz Énergie qui s'est déroulée hier soir sur notre antenne, notamment avec le déplacement de Celles-sur-Belle sur le parquet de Chambray-Touraine. 2 défaites malheureusement pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine avec Mérignac et Celles-sur-Belle. On y revient dans un instant, mais tout d'abord, on commence avec l'actualité du ballon ovale. Et l'actu du rugby, c'est la 14e journée de Pro D2 qui s'ouvre ce soir avec un match à la maison à 21h pour le SU Agen contre Béziers. On va vous présenter un petit peu la rencontre. Vous voyez l'infographie avec du côté du Stade Armandie, Agen qui est 3e du classement et qui a un très beau coup à faire en cas de victoire ce soir, puisque cela pourrait mettre la pression sur le Biarritz Olympique qui est 2e ou encore sur Oyonnax qui est toujours leader de ce championnat. Il faudra aussi pour Agen confirmer la victoire face à Massy avec 2 réceptions consécutives pour les hommes de Bernard Gouta qui a concocté le 15 de départ suivant pour cette rencontre cruciale face à Béziers. Vous le voyez avec en première ligne le numéro 1 Lombard Buré, numéro 2 Zarantonello, 3 Amadash. En deuxième ligne, on va jouer avec Farance et Max Kimi. On va jouer également en troisième ligne avec Devergy, Olmstedt et Lokotui. La charnière sera composée au poste de numéro 9 par le demi de mêlée Takulua. Le demi d'ouverture, ce sera Deral. Sur les ailes, on va prendre beaucoup de plaisir, on l'espère, avec Railevou d'un côté et Cheverry de l'autre. Ça devrait être pas mal pour le SU Agen. Au centre, la paire Ramoka-Bellan. Et puis évidemment, le capitaine emblématique de cette équipe au poste d'arrière, ce sera le numéro 15, Jean-Marcelin Butin. Coup d'envoi de la rencontre entre Agen et Béziers dans maintenant quelques instants, puisque ça va être à 21h. Précisément, on vous donne le calendrier complet de cette 14e journée de Pro D2 avec notamment les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Le SU Agen ce soir face à Béziers. Il y aura Biarritz Olympique face à Soyaux Angoulême. Ce sera demain à 19h30, un choc 100% Nouvelle-Aquitaine avec un choc des extrêmes puisque Biarritz est dans le haut de tableau, Soyaux dans le bas. Il y aura la rencontre également entre le Stade Montois et Grenoble. Ce sera l'un des chocs de cette 14e journée, le Stade Montois rugby face à Grenoble à 21h. On en parlera demain dans le Nasport Show à 20h avec notre consultant Florian Bougerolles. Avec Florian Bougerolles, on reviendra sur cette rencontre de Pro D2 qui a lieu ce soir donc entre Agen et Béziers. On reviendra sur le match du Stade Montois. On vous présentera cette rencontre, mais également on fera un point complet sur la Coupe d'Europe puisque vous le savez, c'est la reprise de la Challenge Cup, mais également de la Champions Cup. Le Stade Rochelet, tenant du titre, remet son trophée en jeu. On en parlera demain dans le Nasport Show 20h avec Florian Bougerolles. On vous rappelle également le classement de cette Pro D2 après 13 journées. Pour l'instant, c'est toujours Oyonnax qui trône en tête avec une large avance, 12 points d'avance sur son dauphin Biarritz qui compte 37 points. 3e, le SU Agen, 35 points. 4e, Vannes. Un petit peu plus bas, on retrouve le Stade Montois qui est 6e avec 32 points. Et puis, dans le bas de tableau, Soyaux Angoulême, le SA 15 qui est 12e avec 24 points, autant dire seulement 2 points d'avance sur le 14e et le 15e. Après le rugby et cette page complète consacrée à la Pro D2, on file sous les paniers, on va parler basket dans Actu.
avec du basket féminin. Place ce soir à la 5e journée d'Euroleague féminine avec Basketland qui, dans la poule B, va se déplacer à 20h30 ce soir sur le parquet des Belges, des Kangaroos de Mechelen. Les Belges qui vont délivrer une sacrée prestation face à Basketland qui a retrouvé le sourire et la confiance en terre flamande. Basketland qui va tenter de surfer sur cette vague de confiance qui a été amenée, vous le savez, par la première victoire de la saison après 9 défaites en 9 matchs. Basketland a enfin débloqué le compteur, c'était sur le parquet d'Angers en championnat. On écoute tout de suite la landaise Lidija Turcinovic, c'était au micro de la chaîne TV du club, Basketland TV. Je pense que le match contre Angers nous a fait du bien et on en avait vraiment besoin. Donc je pense que voilà, demain faut continuer sur la dynamique positive et puis on va tout faire pour gagner. Et puis voilà, ce sera bien. Il faut qu'on emmagasine de la positivité. Emmagasiner de la confiance et évidemment tenter d'enchaîner une série. Voici les mots de Lidija Turcinovic, la joueuse de Basketland qui sera ce soir en déplacement en Belgique sur le parquet des Kangaroos de Mechelen. Ce sera à 20h30 et on sera à fond derrière les filles de Basketland. Après le basket, on reste sur les parquets, mais cette fois les parquets de handball. Vous l'avez vécu hier soir en direct et en exclusivité sur les antennes de NATV. Il y avait la Ligue Butagaz Énergie, la 8e journée précisément avec malheureusement 2 défaites pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine. La défaite de Celles-sur-Belle, vous voyez les images sur le parquet de Chambray-Touraine qui a réalisé une très très grosse prestation. Défaite 32-26 pour les filles de Thierry Vincent avec une énorme performance de l'internationale française Manon Wett. Manon Wett qui a tout simplement claqué 10 buts. C'est assez rare pour être souligné. C'est d'ailleurs elle qui a marqué le plus de buts dans la totalité de la journée de Ligue Butagaz Énergie. On va voir quelques images là de Chambray-Touraine avec évidemment une défaite à oublier pour Celles-sur-Belle à qui il reste 2 matchs en cette fin de saison, un match de Coupe de France face à Dijon et puis le 17 décembre ce sera à vivre sur NATV, un match de championnat à domicile, ce sera face à Plan de Cuques. De son côté, Mérignac s'est incliné sur le parquet de Dijon, une défaite 30-22 pour les Girondines. Mérignac qui jouera à domicile lors de la 9e journée. Ce sera le 17 décembre prochain. Ce sera là aussi un gros match pour les joueuses de Mérignac. N'Actu, c'est désormais terminé. Pour tous ceux qui voudraient revoir le match entre Chambray-Touraine et Celles-sur-Belle, ne bougez pas et restez sur NATV puisqu'on va vous proposer dans un instant la rediffusion. Le temps pour moi de remercier Paul Maison-Regnault à la réalisation. Merci à vous, surtout pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de NATV et ne bougez pas. Restez dans votre canapé. Dans un instant, c'est Soirée Hand sur nos antennes. Très bonne soirée.